je vais rameuter la troupe. Allez, je vais vous demander de vous installer, s'il vous plaît. Alors juste avant d'aborder tout de suite là, les différentes méthodes, hein, je vous dis ça va être un tout petit peu méthodique, mécanique même. Il faut bien vous rappeler de ça, c'est que la force reste extrêmement spécifique des différents moyens qui ont favorisé son acquisition. C'est-à-dire qu'il faut que vous restiez persuadé que quand vous employez une méthode qui en gros a telle influence, eh bien, vous augmentez la force dans ce secteur d'influence. Et vous pouvez n'avoir que des actions extrêmement modérées sur d'autres aspects de la force. Hein, d'où la nécessité, si vous avez une ambition, j'allais dire, d'une force très transférable, très globale, de multiplier, j'allais dire, les méthodes complémentaires. Et ça, quelles soient les différentes forces qui peuvent les caractériser, qui demeurent assez indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une méthode peut influencer tel secteur de la force et avoir qu'un aspect extrêmement, encore une fois, modéré sur un autre aspect. Hein, même s'il y a quand même des... Alors c'est d'autant plus vrai que vous vous spécialisez ou que vous montez en niveau. C'est-à-dire, plus vous montez en niveau, plus vous allez avoir une restriction des secteurs de la force. Un sédentaire absolu, il fait n'importe quoi, il s'améliore dans tous les secteurs de la force. Mais ça ne dure pas longtemps. D'accord ? Même à la limite, un sédentaire absolu, il se met à faire du footing, il améliore ses indices de force. Parce que même les qualités physiques elles-mêmes, qui sont pourtant elles aussi très différenciées, eh bien, elles sont... On vous pardonne, je vous pardonne. Une fois. Donc, je vous disais, les qualités physiques, même en elles-mêmes, endurance, puissance, adresse, elles sont relativement indépendantes, mais à un niveau de pratique modeste, on voit une forme de transversalité là-dedans. Alors c'est d'ailleurs assez, ça peut interpeller parce que on a toujours tendance à dire aux enfants, faut leur faire tout, faut les faire toucher à tout. Alors il y a un côté vrai, mais c'est presque plus vrai au niveau psychologique qu'au niveau purement physiologique. Parce qu'avec un enfant, vous lui faites faire un petit truc, il va progresser au départ partout. Par contre, ça va s'arrêter assez vite. Hein, donc c'est pas le bon sens, c'est pas toujours en harmonie avec les réalités.
Alors, exemple des résistances élastiques, du secteur articulaire de la force. Et alors, par exemple, le secteur élastique, on emploie beaucoup maintenant, parce que c'est pratique en plus. Il y a beaucoup de préparateurs physiques qui font du travail avec des résistances élastiques. Moi, je suis pour. Sauf que quand vous faites du travail avec les résistances élastiques, vous proposez un geste qui est anti-balistique. La plupart des gestes balistiques, j'exprime le plus de force au départ quand je lance une pierre. J'exprime le plus de force au départ pour vaincre l'inertie, et au fur et à mesure, ça s'accélère. Résistance élastique, c'est l'inverse. Donc si vous ne faites que du travail avec les résistances élastiques en pensant améliorer, par exemple, un geste balistique, vous faites une grosse erreur. Moi, j'ai entraîné à un moment un champion de France de boxe, qui était un gars qui voulait prendre du punch. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait les résistances élastiques à l'espalier, et puis il faisait des directs comme ça. Quand j'ai commencé à le prendre, je lui ai mis des résistances élastiques autour du poignet, et je les ai accrochés devant. Donc, il se mettait en position de garde, et là, la résistance élastique ajoutait de la vitesse à sa propre vitesse. Ce qui fait que le système nerveux, lui, il enregistre ça. Et un système nerveux, il ne peut pas reproduire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Donc il faut le mettre dans des situations où il vit une situation pour ensuite qu'il soit susceptible de le faire. Alors il ne faut pas non plus que ça dépasse de trop ses possibilités. Mais vous voyez, il y a des choses peut-être que vous pouvez aussi reprendre, mais même dans de la thérapie, quoi. Hein, parce que des fois, avec la meilleure volonté du monde, on fait quelque chose qui n'est pas obligatoirement ce qui conviendrait. Alors, on distingue classiquement 3 formes principales recherchées dans le développement de la qualité physique de force. C'est-à-dire la force, si on la, je vous ai dit c'était multifactoriel, mais si on la, la comprime en grands secteurs, on en a en gros que 3. C'est-à-dire que dans toute la motricité humaine, on peut jouer sur 3 secteurs de la force. La première, c'est ce qu'on appelle le développement de la force maximale ou absolue. C'est-à-dire qu'on va chercher à ce que les contractions musculaires, dans un type de contraction ou dans un autre, augmentent la quantité de force qu'il est capable d'exprimer. Je fais un développé couché, je vaux 100 kg, je veux 150 kg. Voilà. Là, j'augmente ma force maximale absolue. Dans les petits exemples que je vous donnais au départ avec mon ami, là, augmenter la force maximale des extenseurs des membres inférieurs de 5%, parce que les gens qui étaient grabataires, ou au moins qui ne pouvaient pas plus se lever, ils n'avaient pas la force nécessaire pour vaincre leur poids de corps. Donc on augmente leur force absolue, par des moyens bien sûr adaptés, mais qui ressemblent étrangement à ce qu'on pourrait faire chez le meilleur haltérophile du monde. Eh bien, il augmente sa force maximum et d'un seul coup, ça lui ouvre des possibilités de motricité complètement différentes. Donc ça, c'est le premier grand secteur. Le deuxième grand secteur, qui est très souvent utilisé, alors beaucoup beaucoup dans toutes les activités sportives, parce que la force maximale absolue, ça va, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça va toucher, je sais pas, 10% peut-être des individus. Les gens qui font des sports de force, des piliers au rugby ou des choses comme ça, mais c'est pas obligatoirement ça. La force-vitesse, par contre, c'est beaucoup plus important, et parce que c'est quoi la force-vitesse ou la puissance? La puissance, vous connaissez la formule de la puissance, hein. C'est F que multiplie V. Donc, on peut jouer sur la puissance en améliorant F. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, la force absolue elle va avoir un rôle. Mais ce qui va compter aussi, c'est V. Comment on améliore la vitesse gestuelle? Donc là aussi, il y a des méthodes, et puis c'est relativement connu. Après, il faudra bien les adapter. Donc, la force-vitesse ou puissance. C'est-à-dire c'est cette faculté d'exprimer beaucoup de force dans un temps court. Donc avec une vitesse gestuelle importante. Et là, par exemple, tous les sports co, toute la mobilité d'un individu. Alors je vous parle souvent dans le domaine du sport, parce qu'on m'a aussi demandé d'aborder cet aspect-là, hein, par rapport à la préparation physique. Mais les traductions en termes de rééducation, elles sont strictement identiques.
Hein, c'est-à-dire, ce que veut quelqu'un pour être véritablement guéri, c'est être capable de, c'est vrai, à nouveau d'effectuer un geste qui n'était pas capable de le faire, mais aussi de l'effectuer avec une vitesse, j'allais dire, non négligeable. Parce que sinon, ça a quand même moyennement d'intérêt. Et puis, vous avez un troisième facteur de la force, un troisième secteur de la force, qui est lui aussi important, c'est ce qu'on appelle l'endurance de force. Alors, c'est quoi l'endurance de force? C'est la faculté de reproduire une intensité élevée de contraction musculaire le plus grand nombre de fois, successivement. D'accord? Par exemple, on pourrait dire qu'un marathonien ou un marcheur ou un sédentaire qui fait de la rando, eh bien, il a besoin d'endurance de force. Bien sûr, à condition que l'intensité qu'il soit capable d'appliquer lui permettent de vaincre les forces que lui, il veut vaincre. C'est-à-dire, en gros, le plus souvent, son poids de corps, ou un poids de corps un peu augmenté par, je sais pas, une côte à gravir, ou des escaliers à monter, ou etc., etc. D'accord? Il y a des gens qui peuvent vous monter au premier étage à 200 à l'heure, mais s'il y a 25 étages, c'est pas obligatoirement lui qui sera le premier là-haut. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est parti, c'est le lièvre et la tortue, etc. Ça marche? Donc l'endurance de force, c'est une qualité extrêmement importante parce qu'en plus on vit avec ça tout le temps, quoi. Notre vie, c'est beaucoup d'endurance de force. Au niveau respiratoire, au niveau du déplacement, au niveau de ça, on est rarement à 42 km/h en déplacement. Hein. Donc là encore, les méthodes sont totalement différentes et il va falloir bien les connaître et bien les appréhender. Alors, comment cibler le type de force recherché? Donc, dans chacune de ces trois formes, donc c'est juste pour bien positionner au départ, il y a trois formes essentielles: force maximale ou absolue, puissance, endurance de force. Donc, dans chacune de ces trois expressions de la force, il existe plusieurs méthodes distinctes de renforcement musculaire qui peuvent permettre de les acquérir. C'est-à-dire, s'il y avait une méthode par type, il y aurait trois méthodes. Mais là, il y a plusieurs méthodes par type. Et en gros, je vous ai quand même fait un petit condensé parce que après, on peut mixer chacune de ces méthodes pour obtenir des choses un peu intermédiaires. Mais là, je vous donne les trois grands, enfin, je vous donne par méthode, je vous donne 3 ou 4 méthodes différentes. D'accord? Et là encore, ce que j'aimerais bien, c'est que justement, vous compreniez le principe plus qu'autre chose et qu'ensuite, vous essayez de voir dans votre activité professionnelle comment vous pouvez jouer avec ça. Ne serait-ce que parce que le fait de jouer avec ça, de proposer des méthodes dont vous savez qu'elles vont avoir des effets un petit peu similaires, ça vous donne une variété de méthodes qui va, j'allais dire, jouer sur la motivation. Parce que quand on a fait 30 séances de kiné en faisant le même mouvement tout le temps, déjà l'organisme il s'habitue. Donc quand il sait faire quelque chose, il n'a pas de raison de progresser. Donc il faut varier à la fois dans la même méthode, mais il faut aussi varier les méthodes. Si vous savez qu'elles se ressemblent ou qu'elles ont des côtés très complémentaires, n'hésitez pas à changer. Chacune d'elles provoque des adaptations spécifiques dans l'ensemble des facteurs qui conditionnent la force d'un sujet. C'est-à-dire dans les méthodes que je vais vous montrer, je vais vous dire, cette méthode-là, elle va augmenter le nombre de myofibrilles. Et dans le nombre de myofibrilles, elle va plutôt augmenter les FTA ou les FTB, ou les FTC ou les FTX, d'accord? Ou les fibres lentes. Ou celle-là, elle a plutôt un impact sur les aspects neuromusculaires. Elle va permettre de mieux recruter, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses que vous devez bien connaître pour dire, voilà, moi je pense que là, son blocage, il vient plutôt à ce niveau-là. Je lui propose cette méthode-là parce que je sais que mon impact va être plus grand. Même si la méthode, elle est faite pour ce que vous voulez obtenir. C'est clair ce que je vous dis là, hein? Donc quand vous aurez ce bagage-là, vous aurez votre cartouchière avec plein de méthodes différentes et dont vous savez à chaque fois quel est son impact prioritaire, je pense que vous êtes plus performant, au moins en tant que préparateur physique, mais je pense même en tant que kiné. Donc il conviendra donc d'y recourir de façon ciblée ou complémentaire selon les objectifs que l'on poursuivra dans la mise en œuvre du renforcement musculaire. Une fois qu'on a dit ça, on va attaquer les méthodes les unes après les autres. Premier grand secteur de la force, je veux augmenter la force maximum de mon sujet.
Donc je veux que sa force maximale ou absolue s'améliore. Première grande méthode, ensuite on les détaillera chacune. Première grande méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de mobilisation des charges maximum. Assez simple à comprendre. Je vais chercher à mobiliser des charges qui sont proches de mon maxi. D'accord? Simple à comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on met des charges additionnelles. Quand vous pendouillez à une barre fixe parce que vous n'êtes pas capable de vous tracter, vous êtes dans la méthode des charges maximum. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à la limite, même si vous n'êtes pas capable de le faire, je vous ai dit on peut jouer sur plein de paramètres. Exemple excentrique, si au lieu de chercher à me tracter à la barre fixe, je pars avec la barre fixe à cette hauteur-là et que j'essaye de résister à la descente, je suis déjà en train de travailler. Et j'améliore ma force assez rapidement. Jusqu'au moment où je pourrais faire une traction. Et là, je me paye un gueuleton, etc. etc. D'accord? Il y a une autre méthode aussi pour réussir ça, c'est perdre du poids de corps. Ça marche. Deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de mobilisation des charges non maximum, mais mobilisées à vitesse maximum. Pour obtenir de la force max, on n'est pas obligé de manier des charges limites. On peut manier des charges inférieures. Alors inférieures, ça ne veut rien dire, je vous donnerai des pourcentages. Mais à condition de chercher à les mobiliser à vitesse maximum. Et là, ça change tout. Là aussi, il y a une question de motivation derrière. Parce que si ma charge, je suis capable de la faire, mais que je la fais plan-plan comme ça, je n'obtiendrai pas d'augmentation de la force max. J'obtiendrai peut-être d'autres choses, mais pas ce que je cherche. Et c'est toujours ça le problème. Des fois, on a des gains, mais ce n'est pas ceux qu'on cherchait. Et bon, c'est toujours bien d'avoir des gains, hein, mais il faut mieux que ce soit ceux qu'on cherche. Donc, on va mobiliser des charges dans des postures qu'on va varier, avec des angulations qu'on va varier, avec des types de contractions musculaires qu'on va varier. Donc, d'un seul coup, ça vous ouvre le champ des possibles de façon infinie. Et même si, à la limite, vous jouez sur ces paramètres-là uniquement pour qu'il n'y ait pas de routine qui s'installe, ça peut marcher quand même. Donc, je les mobilise à vitesse maximum. Troisième méthode, pour développer la force maximum, je vais à nouveau mobiliser des charges non maximum, mais je vais les mobiliser un nombre maximum de fois. Alors, pour pas qu'il y ait, parce que c'est pas moi qui ai inventé ces terminologies, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec un autre type de force qu'on va aborder après, qui s'appelle l'endurance de force, le nombre maximum de fois, c'est à concevoir avec des charges à mobiliser qui sont élevées. D'accord? En gros, vous allez voir, je vais vous le détailler, et ça veut dire que quand on est capable de mobiliser plus de 10 fois une charge, c'est que la charge qu'on a proposée, elle est trop faible. Donc, on ne dépasse jamais la possibilité de faire plus de 10 répétitions, parce que sinon, on n'est plus... Alors, on développera autre chose, hein, mais on ne développera pas la force maximale. On va reprendre chacune de ces méthodes et on va dire, voilà, l'impact que ça a au niveau physiologique, voilà l'impact que ça a au niveau... et voilà les charges de travail qu'on doit mettre en œuvre. Alors, première méthode, méthode de mobilisation des charges maximum. Donc là, vous vous rappelez bien, on est bien dans le développement de la force maximum, absolue. Alors, cette méthode, elle va avoir un impact sur quoi? D'abord, elle va développer, elle va construire, elle va créer des nouvelles myofibrilles de type rapide. Et en particulier, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on peut guère influencer les fibres FTB, on va influencer surtout la création de fibres, de myofibrilles FTA, c'est-à-dire des fibres rapides résistantes, c'est-à-dire des fibres rapides mais qui sont capables quand même de reproduire. Alors c'est assez simple. Je vais faire comme ça, mais je vous disais, voilà une fibre musculaire. Et il y a plein de myofibrilles là, comme ça, avec des comptages d'actinosine, etc. Eh bien, autour de la ponévrose ici, il y a des cellules qui s'appellent des cellules satellites. Je reviens m'asseoir.
Donc autour, il y a des aponevroses qui entourent chaque fibre, il y a des cellules satellites. Et ces cellules satellites, quand on va solliciter la musculature, c'est elles qui vont créer des nouvelles myofibrilles. Donc vous comprenez bien qu'en fonction de vos bagages génétiques, si vous avez beaucoup de cellules satellites ou si vous n'en avez pas beaucoup, eh bien vous pourrez créer plus ou moins de cellules de myofibrilles supplémentaires. Ce qui explique pourquoi quand on fait de la musculation, il y a des gens qui prennent du volume musculaire et d'autres qui n'en prennent pas beaucoup. Même si dans tous les cas, la force elle a augmenté. Donc ça modifie, ça fait des modifications de fibres musculaires. Mais attention, là je vous ai posé la problématique, mais cette méthode-là ne permet pas de prendre du volume musculaire. Elle transforme les fibres STX en fibres FTA. Mais c'est pas pour ça que vous allez gonfler. C'est d'ailleurs des fois des méthodes qu'on propose à des gens, par exemple dans les sports de catégorie. On veut pas qu'ils prennent du poids, parce que s'il prend de la force et qu'en même temps il prend du poids, bah, il change de caté. Et là il se retrouve avec des Golgoth qu'il n'avait pas l'habitude de manier. D'accord ? Donc, la méthode des charges maximum n'est pas la méthode requise pour prendre du volume musculaire. On en prend un petit peu. On en prend un petit peu. Mais en réalité, on n'en prend pas tellement au niveau des fibres, on en prend au niveau des aponevroses et de toutes les structures passives du muscle. C'est-à-dire qu'on a des muscles qui deviennent plus raides, ce qui n'est pas un handicap, hein, parce que on a vous savez, vous connaissez ça bien là, les pontages de titine et de nibuline là qui voilà, bon, c'est ces protéines là qui sont surtout influencées. Bon, peu importe, il y a vous avez des médecins là qui vous feront ça très bien. Moi je vous donne alors ça ensuite. Ça privilégie l'innervation des fibres rapides. C'est-à-dire que quand on fait cette méthode-là, eh bien l'organisme, il va apprendre à recruter plus rapidement les fibres rapides. C'est-à-dire qu'il va un peu délaisser les fibres lentes. Ce qui explique qu'on va perdre aussi en endurance. D'accord ? Si on fait que ça, on perd en endurance. Mais, par exemple, un haltérophile, il s'en fiche, lui. On lui demande pas de refaire 3 fois suite la même charge. Enfin, dans l'instantané. Dans une compète d'haltérophilie, on a 3 tentatives. Hein. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est être capable d'exprimer le plus grande force. Et puis, ça favorise la raideur musculaire. Donc, je vous ai dit, ça a une influence importante sur la construction des structures passives. Le muscle va devenir des fois un peu plus volumineux parce que les structures qui transmettent la force, hein, et sans lequel il y aurait, parce que si le muscle était une enveloppe et qu'il n'y ait pas de câble qui relie les deux extrémités, les contractions musculaires, elles ne provoqueraient pas de mouvement. Ça ne provoque du mouvement que parce que c'est ancré sur des structures qui, elles, transmettent le mouvement parce qu'elles sont raides. Donc, la vitesse aussi est quelque chose qui exige de la raideur musculaire. Et la raideur musculaire, elle n'est pas faite par les fibres, elle est faite par les structures passives. Peu importe. Donc, l'impact, c'est je transforme un maximum de mes fibres. On pense même qu'il y a des fibres lentes qui deviennent des fibres rapides. On n'a pas encore la certitude. Mais dans tous les cas, les fibres FTX, elles se transforment en FTA. Donc, on a un muscle qui va devenir plus riche en fibres rapides. Enfin, en myofibrilles rapides, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on va avoir aussi un muscle dans lequel il va y avoir un recrutement de ces fibres rapides qui va se faire de façon plus importante. On va apprendre, en gros, au muscle à recruter les fibres rapides, privilégiées. Qu'est-ce qu'il faut proposer comme charge ? Eh bien, il faut proposer des charges qui soient entre 90 et 110% de la phase maximale concentrique. Alors vous allez me dire, oulala, bon, sur certains mouvements c'est facile. Je vaux 110 kg en développé couché, on me propose des charges qui vont de 90 à 110. Bah, vous pouvez déjà me dire, mais attendez, 110, je ne peux pas le faire puisque je vaux 100. Si, vous pouvez le faire en excentrique. C'est-à-dire qu'on vous aide à avoir la barre à bout de bras et vous résistez à la descente.
D'accord? En gros, mais vous dites dans d'autres mouvements, comment je peux savoir ma force max? Difficile. Bah, il faut savoir que les charges entre 90 et 110%, on ne peut pas les mobiliser plus de 2 à 3 fois. Donc un exercice que vous ne pouvez pas faire plus de 2 à 3 fois, ça rentre complètement dans cette catégorie. Quel que soit le mouvement que vous faites. Donc si vous ne pouvez pas faire 3 tractions à la barre fixe, et qu'à la 4e ça fait comme ça, eh bien la traction à la barre fixe est une méthode des charges maximales. Et si même vous ne pouvez pas en faire une, faites-la en excentrique. Donc ça c'est le pourcentage quand on peut calculer parce qu'on a des poids et haltères, et puis c'est 3 répétitions par série quand on ne peut pas. D'accord? La durée des exercices. La durée des exercices, il faut que vos 3 répétitions maximum, vous soyez capable de le faire en moins de 7 secondes. Si la charge que vous proposez, elle est trop importante, alors je vous faisais l'exercice tout à l'heure là, de la comme ça, et que ça dure plus de 7 secondes, laissez tomber ou allégez. C'est facile d'alléger, hein. Vous mettez un power band au-dessus de la barre fixe, vous le laissez, vous le mettez sous le pied, et puis vous faites des tractions, ça vous allège votre poids de corps, vous le faites, hein. Donc, mais il faut que ça soit en moins de 2 à 7 secondes. À votre avis, pourquoi il faut que ce soit en moins de 2 à 7 secondes? Bah pour que les substrats énergétiques qui participent soient la créatine phosphate, et donc on reste dans les efforts alactiques. Vous maîtrisez bien ça. Bon, donc j'insiste pas. Pourquoi? Parce que je suis pas sûr que... enfin, les efforts alactiques, en gros, c'est des efforts dans lesquels on peut exprimer beaucoup de puissance, mais et dans lesquels on ne produit pas de déchets qui vont contrarier la contraction musculaire. C'est pas comme l'acide lactique. D'accord? Donc, on fait des exercices qui restent dans ce secteur-là, parce que, comme on veut exprimer une force maximum, on va pas s'amuser à créer des toxines qui vont contrarier la contraction musculaire qui, elle, pourrait plus assurer ensuite les charges qu'on lui propose. C'est pas difficile. Donc, on essaye de trouver des exercices qui restent dans cette fourchette, qui est assez large, hein, entre 2 et 7 secondes. Ensuite, la durée des récupérations. Alors, souvent, quand on définit les charges de travail, on est assez performant sur les charges, éventuellement sur la durée, éventuellement sur le nombre de répétitions, mais alors on néglige complètement la durée des récupérations. Pourtant, c'est extrêmement important. Quand on fait vraiment un entraînement qui est très précis et qui veut avoir une efficacité maximum, entre 2 efforts de 7 secondes, en gros, on va donner 1 minute 30 de récupération. C'est à peu près commun à tous, du sédentaire jusqu'à l'athlète de haut niveau. Et d'ailleurs, si on est plus proche de 7 secondes, on peut même aller jusqu'à 3 minutes. Je vous fais un petit cours de physio rapide à 2 balles, ce qui vaut. Quand vous faites un effort alactique total, par exemple, je vais le plus vite possible ou je fais le plus grand nombre de répétitions en 7 secondes. Je ne dépasse pas 7 secondes parce qu'après, j'ai de la lactatémie. On sait que la créatine phosphate qui aura été totalement utilisée, elle va se resynthétiser en 5 minutes. Mais les 5 minutes nécessaires ne se répartissent pas de façon égale. En 3 minutes, on a récupéré 98% de ces réserves de créatine phosphate. Le reste, c'est un détail. Et comme on veut que le système nerveux reste sollicité à son plus haut niveau, on n'a pas intérêt non plus à ce que ça dure trop longtemps la récupération. Parce que sinon, on va baisser l'excitabilité neuromusculaire. Là encore, je sais que vous avez des connaissances plus élaborées que certains préparateurs physiques. Donc, on a constaté que la récupération optimale, elle se faisait autour de entre 1,30 et 3 minutes. C'est-à-dire suffisamment pour que je récupère la totalité de mon substrat énergétique créatine phosphate, et suffisamment peu
pour que mon système nerveux reste boosté. D'ailleurs, quand vous faites un exercice d'intensité maximale, vous réalisez jamais votre meilleure performance à la première tentative. Vous la faites toujours à la deuxième, troisième ou quatrième tentative. Parce que vous avez une sommation d'excitabilité neuromusculaire qui va recruter de plus en plus. C'est pour ça l'importance de l'échauffement. Vous voyez une course de 100 mètres, qu'est-ce qu'ils font les coureurs avant de rentrer dans les starts? Alors il y en a, ils se filent des grandes baffes. Dans tous les cas, ils bondissent dessus. Et dans tous les cas, ils ont fait, dans ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire dans la chambre d'appel, ils ont fait des départs plein pot, 2 ou 3 départs plein pot à fond. Mais ils les font quand? Ils les font 3 à 4 minutes avant de rentrer. Je vous donne une anecdote, mais c'est juste pour que vous compreniez que ça peut être extrêmement fin. Vous vous rappelez pas, il y a eu en 2000, vous n'étiez peut-être pas né, remarquez. En 2002 ou 2003, il y a eu les championnats du monde d'athlétisme à... Si vous étiez né, bon, c'est bon. Les championnats d'athlétisme championnat du monde d'athlétisme en France. Et il y a eu les séries du 100 mètres qui se sont déroulées. Et pendant les séries du 100 mètres, il y a un des favoris, un Américain, pour ne pas le nommer, qui a fait un faux départ. Et donc un faux départ, en athlée, tu prends tes valises, tu t'en vas. Mais lui, il a estimé qu'il n'avait pas fait faux départ, alors qu'il avait fait faux départ, bien sûr, mais il était américain. Donc il se couche sur la piste et il dit « I don't move, I don't move ». Hein, c'est resté célèbre. « J'ai pas bougé, j'ai pas bougé ». Ça a duré un quart d'heure à 20 minutes avant qu'ils arrivent à l'expulser. Dans les séries du 100 mètres, 90% des gens qui sont passés en finale étaient dans les 2 séries qui ont précédé. Et quasiment personne dans les séries qui ont suivi. Pourquoi? Parce que les horaires en athlée, c'est précis. Et pendant que les autres faisaient leurs exercices d'excitabilité neuromusculaire dans le truc, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient passer entre 3 et 5 minutes, eh ben, ils ont attendu un quart d'heure, 20 minutes, et là, donc il y avait le temps de faire une belote en 1000 points entre le moment où on tirait le pistolet et puis au moment où il partait, quoi. En gros, j'aurais pas été content, hein, j'aurais été dans les séries d'après. Hein. D'accord? Donc, vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que, bien sûr, vous, en kiné, vous n'allez pas dire attention, une 35, mais ça peut être très important. Hein, et c'est pour ça que les durées des récupérations, c'est quelque chose que vous ne devez pas négliger dans les méthodes. Donc arrangez-vous quand vous faites du travail de renforcement de force max avec cette méthode, de ne pas dépasser ni trop peu, ni trop. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir faire le nombre de répétitions, parce qu'il y aura de la fatigue qui s'accumulera, neuromusculaire. Et si c'est trop long, eh ben, il n'y aura pas d'effet d'excitabilité. J'insiste un peu au départ, et puis après on passera un petit peu plus vite. Nombre de séries par mouvement. Eh bien, quand vous faites ce type de travail, dans une séance, vous essayez de ne pas dépasser 6 à 7 séries au maximum. Parce que quoi que vous fassiez, même si vous respectez les temps de récupération, au bout d'un moment, il y aura quand même une fatigue, parce que l'organisme, il n'est pas en tranche de saucisson, hein, c'est pas 7 secondes les kératine phosphate, ensuite le glycogène anaérobie, ensuite l'aérobie. Tout ça, c'est un peu fondu. Donc il y a quand même des traces lactiques qui vont acidifier le milieu intramusculaire. Et pourquoi un muscle qui fatigue par le lactate? Le lactate en lui-même, c'est pas quelque chose c'est pas un poison musculaire, mais simplement ça ne peut pas être, c'est obligatoirement associé à de l'acidification. Et plus le muscle devient acide, moins les transmissions neurosynaptiques se font bien. Hein? Donc on ne dépasse pas 6 à 7 séries, ça ne veut pas dire qu'on fait plus de travail, mais ça veut dire qu'on va passer à d'autres méthodes de développement. D'accord? Donc on s'arrange pour faire 6-7 répétitions, 6-7 séries de 3 répétitions par exemple, avec des charges comprises entre 90 et 110%. Ça marche? Donc voilà, je vous donne les chiffres, je vous explique un petit peu longuement au départ, pour que vous sachiez qu'à la fois c'est des choses qui sont relativement précises, et que vous pouvez utiliser telles quelles, avec des sédentaires, avec des personnes handicapées, avec des gens qui sont en réathlétisation, ou avec des athlètes de haut niveau. Seule chose qui différenciera, c'est l'intensité des charges que vous allez proposer. Et le nombre de mouvements par séance, eh bien, en gros, on s'arrange pour ne pas dépasser 3 mouvements par séance, c'est-à-dire on va faire 3 mouvements différents. Exemple, milieu sportif, on va faire 6 séries de développé couché de 3 répétitions, puis après on va faire 6 séries de squats
pareil de 3 répétitions en respectant les temps de récupération, et puis on finira par, je sais pas, 6 séries d'arrachés. Puis une fois qu'on a fait ça, la séance elle est finie. De toute façon, faites le compte, ça fait entre 1 heure et 1 heure et demie. Hein? Donc ça, c'est les chiffres qu'on doit s'efforcer d'atteindre. Après, bien entendu, la charge elle peut être moindre si c'est des gens peu entraînés, et elle peut être un peu supérieure chez des gens entraînés, mais comme on ajuste les intensités, en gros, on retombe toujours un peu sur les mêmes chiffres quand même. Après, je vous dis, c'est surtout au niveau des intensités, quoi. Une séance de... J'en ai vu une, moi, faite par un culturisme de force, où il faisait des séries de 3 à 210 kg en développé couché. 6 séries. Alors 210 kg, les techniques à 210 kg, parce que moi, je vous énerve peut-être un peu, mais ça me parle, moi. À 210 kg en développé couché, la technique du développé couché n'est plus la même. Parce que quand on met 21 kg, la barre, et donc on fait ça et on pousse. Quand on met 210 kg, quand on descend la barre est fléchie comme ça. Et après avoir fléchi, elle remonte. Donc il faut pousser au moment où les disques remontent. Et en haltérophilie à haut niveau, la technique, quand vous prenez des charges très lourdes, elle n'est plus la même que quand vous prenez des charges réduites. Donc vous voyez, des fois c'est subtil. Alors vous n'êtes pas encore à 210 kg, je pense, hein, mais vous connaissez le record du monde hein, de développé couché, non? Pour le fun. 360. D'accord? Donc une 4 chevaux. Bon, on flirte là avec des... À mon avis, sa grand-mère, elle est pharmacienne quand même, hein, mais... Donc, méthode de mobilisation des charges. Mais j'ai vu ça à la télé il n'y a pas longtemps. Là. Ils montrent des compètes de l'homme le plus fort du monde, là, ou je sais pas quoi. Là. Alors eux, vous pouvez être sûr que ils boivent pas que de l'évian. Méthode de mobilisation des charges non maximum mobilisées à vitesse maximum. Donc là, on a vu les charges maximum. Première méthode pour développer la force absolue. Deuxième méthode, je vais aller un petit peu plus vite parce que je crois que le temps passe. Oui. Méthode de mobilisation des charges non maximum mobilisées à vitesse maximum. Je vous décris tous les paramètres. D'abord, je vous décris l'impact que ça a. Ça a un impact au niveau fibrillaire, ça a un impact un peu identique à celui de la méthode des charges maximum. C'est-à-dire qu'en gros, ça va forcer l'ensemble des fibres musculaires à travailler un peu comme des fibres de type FTA. Les FTX vont vraiment se transformer. Et même des fois, quand on fait beaucoup de travail là-dessus, les fibres lentes, elles vont se transformer aussi. D'accord ? Il faut du boulot et il faut du temps pour ça. Hein. Mais il y a un impact fibrillaire. Deuxième, autre élément qui est un peu similaire à la première méthode, ça privilégie l'innervation des fibres rapides. Mais en particulier, cette méthode-là, elle privilégie l'innervation en jouant sur la fréquence des impulsions nerveuses. C'est-à-dire, elle joue moins sur le recrutement et plus sur la fréquence des impulsions. Vous savez, une impulsion nerveuse, c'est une sorte de courant électrique avec et là, ça va se rapprocher. C'est-à-dire, ça va faire, au lieu de faire pip, pip, ça va etc. Donc, cette faculté-là, elle est intéressante parce qu'elle joue sur... Moi, j'ai fait des tournées en équipe de France avec des vrais sprinters. Je ne parle pas des gens à 10,5, je parle des gens vers 10 secondes. Et j'étais dans la chambre d'un vrai sprinter, mais vous ne dormez pas de la nuit. Hein. Le gars, il est blah sur le dos, blah sur le ventre, tout ça. Il se réveille, il est à peu près frais, mais vous pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont un système nerveux complètement anormal. Hein. C'est-à-dire que, voilà... parce qu'ils travaillent que ça, quoi. À la limite, un sprinter de haut niveau, il travaille plus la méthode des charges maximum. Il travaille plus que cette méthode-là. Et ça a un autre avantage, c'est que ça commence cette méthode-là, comme les charges ne sont pas aussi élevées que ça, et que vous n'êtes pas à votre maximum, il y a déjà un impact sur la coordination intra- et intermusculaire. C'est-à-dire que vous apprenez à relâcher des groupes musculaires antagonistes pour favoriser ceux qui produisent le mouvement, et vous favorisez aussi le relais qui est pris par les fibres musculaires à l'intérieur de la musculature. Encore une fois, peut-être pas sur les dernières tentatives, mais sur les premières, il y a un impact qui n'est pas négligeable.
Donc en gros, vous apprenez à mieux faire le mouvement. L'intensité des charges, elle est comprise entre 60 et 75% de la force maximale concentrique. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des charges à 90 ou 100%, on va prendre des charges entre 70 et 75%. Pour la même raison que je vous ai évoqué tout à l'heure, que ce n'est pas toujours facile, quand on n'est pas en milieu sportif de haut niveau, de déterminer ce que c'est que le maxi, eh bien, on va considérer que entre 60 et 75%, le nombre maximum de répétitions qu'on peut faire tourne autour de 10. D'accord? Quand on dépasse trop 10 répétitions, c'est qu'on est sur des pourcentages inférieurs à ça. Il y a d'ailleurs une différence filles-garçons, souvent. C'est que les filles, c'est un peu plus proche de 60%, et les garçons, un peu plus proche de 75%. En règle générale. À titre personnel, j'ai été assez humilié quand la recordwoman du monde du lancer du disque, elle est venue faire de la muscule dans la salle où j'étais. Donc j'ai pris mon sac, je suis parti parce qu'elle avait rajouté des trucs et puis elle se faisait des séries de 10. Donc c'est vexant, quoi. Mais bon, elle courait moins vite que moi. Alors, intensité des charges. Durée des exercices. Les exercices, cette fois-ci, comme on va faire des répétitions qui vont tourner autour de 10 répétitions, on comprend bien que le temps pour effectuer une série va être plus long. Mais on restera toujours dans un laps de temps qui est compris entre 7 et 15 secondes. C'est-à-dire en gros, 7 secondes et au maximum son double. Pourquoi? Parce qu'au-delà, là, quand on fait des exercices, vous avez fait de la physiologie de l'effort, non? Dans vos études? J'imagine que oui. Quand on est inférieur, quand on fait sur des durées inférieures à 7 secondes, on est dans ce qu'on appelle de la puissance lactique. Quand on est entre 7 et 15 secondes, on est dans de la capacité lactique. Quand on dépasse 15 secondes, on est dans de la puissance lactique. Quand on dépasse 45 secondes, on est dans la capacité lactique. D'accord? Donc, ces chiffres-là, en réalité, ce n'est pas des chiffres qui sont anodins, c'est des chiffres qui vous permettent de rester dans un secteur majoritairement alactique, donc avec le maximum de capacité d'intensité, mais en sachant que de toute façon, il y aura quand même des déchets et que ça ne va pas durer indéfiniment. Donc en gros, comme c'est de la capacité lactique, eh ben, ça se traduit par en gros 6 à 7 répétitions par série. C'est-à-dire qu'on pourrait faire 10 sur une série, mais on préfère faire 6 à 7 répétitions pour faire plusieurs répétitions. Clair? Durée des récupérations. Eh bien, là encore, comme on fera que 6 à 7 répétitions, on ne produira pas beaucoup de lactate. Donc on va rester dans des durées de récupération qui sont à peu près identiques à ce qu'on a vu sur la méthode précédente, entre 1 minute 30 et 3 minutes. Mais cette fois-ci, pour aider à ce que ça reste de qualité, puisqu'on va chercher à aller vite quand même, eh bien, on va faire une récupération active. Dans la première méthode, entre 2 séries, on peut s'asseoir. Dans la deuxième méthode, entre 2 séries, on va faire du travail, on va se déplacer, j'allais dire, pour forcer un petit peu le système sanguin à éliminer au maximum l'excès de lactate qu'on a produit. Alors, c'est au niveau des puristes, hein, avec vos clients, c'est peut-être pas la peine de faire ça, mais il n'empêche que c'est peut-être pas mauvais, par exemple, de leur faire faire, derrière un exercice qui sollicite un groupe musculaire, de leur faire faire quelques étirements balistiques. Hein, doux, mais avec... alors, on ne fait pas d'étirement derrière de la muscule. Hein. J'ai vu plus de blessures par les étirements pour récupérer d'une séance que je n'en ai vu des gens qui ne faisaient pas d'étirements. Hein, quand les étirements sont mal faits. Après, vous pouvez ne pas être d'accord là aussi. Nombre de séries par mouvement, 5 à 10 séries selon le niveau de l'athlète. C'est-à-dire que quand vous apercevez... Alors, d'ailleurs, ce qu'on fait souvent dans ce genre d'exercice, c'est qu'on chronomètre. On chronomètre le temps qu'il met pour faire cette répétition, par exemple. Et quand on s'aperçoit que le temps se met à augmenter de façon trop importante, on arrête parce qu'on sait qu'on ne sera plus à mobiliser à vitesse maximum et que l'impact sera plus le même. Donc on sait que ça tourne entre 5 et 10 séries. 5 séries pour quelqu'un qui commence un peu ce type de travail. 10 séries, par exemple, pour un sprinter qui a l'habitude de faire ce genre de travail. De toute manière, il est impératif de cesser quand la vitesse de mobilisation des charges ne peut plus être maintenue. C'est pour ça qu'on chronomètre souvent. Hein. Ou que si on a l'œil, on dit « Oh là, ça y est, ça commence à décrocher là ».
Et nombre de mouvements par séance, c'est la même chose, comme les durées de récupération, la durée des efforts est à peu près la même, et que la durée des séances, en gros, elle est, soit pour vous, c'est des créneaux d'une heure, c'est maximum, je crois, en kiné. C'est souvent des créneaux d'une demi-heure, non? Hein? Donc, à ce moment-là, si vous faites des créneaux d'une demi-heure, vous faites plutôt un seul mouvement, et puis la séance d'après, peut-être un mouvement d'un groupe musculaire qui sera différent, mais qui contribuera à ce que vous voulez travailler. Et en plus, ça met de la variété, ça maintient la motivation, c'est pas anodin. Même au plus haut niveau de pratique, on ne fait pas plus. Hein. On n'en fait pas plus. Parce qu'après, de toute façon, comme si on veut de la mobilisation au maximum, à vitesse maximum, si on en fait trop, ça ressemblera. Et un exercice fait en sous-vitesse va gommer l'effet positif qu'on va avoir obtenu en travaillant à vitesse max. Donc, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Troisième méthode pour le premier secteur de la force max. On fera une toute petite pause attentionnelle après. Il n'y a que 3 méthodes. Hein. Méthode de mobilisation des charges non maximum, mobiliser un nombre maximum de fois. Je vous rappelle ce que je vous ai dit. C'est les charges sont non maximum, mais elles restent élevées. Et on va voir que ça tourne autour de la charge qu'on a vue pour la méthode précédente. Mais cette fois-ci, on va le mobiliser un nombre maximum de fois. Dans la méthode précédente, on cherche à maintenir la vitesse. Dans cette méthode-là, on cherche à aller à la limite de ce qu'on peut faire. Et je vous dis, en s'arrangeant pour que la charge ne vous permette pas de faire beaucoup plus de 10 répétitions. Hein? Quand je dis pas beaucoup plus, c'est-à-dire on peut faire un test où on fait 12 répétitions et après on fait travailler à 10 répétitions. Ça joue sur quoi cette méthode? Alors celle-là, c'est la méthode que vous devez mettre en œuvre quand vous avez quelqu'un qui vous dit « je veux prendre du volume musculaire ». Les 2 autres méthodes, elles ont peu d'impact. Ça aussi, c'est important à savoir. Hein, vous avez quelqu'un qui veut changer de catégorie dans un sport de combat, et puis vous lui faites les 2 premières méthodes, il ne change pas de catégorie. Hein. Ou alors s'il change de catégorie, c'est parce qu'il a eu un régime alimentaire, et là, ça ne lui sert à rien. Donc, c'est cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle méthode, c'est méthode des culturistes. Hein. Favorise, alors celle-là, plus une autre qu'on verra tout à l'heure, qui est l'endurance de force. Favorise l'augmentation du nombre de myofibrilles et donc l'augmentation du volume musculaire. Donc cette fois-ci, on prend de la force parce qu'on a augmenté le volume musculaire. Mais encore une fois, pas de fantasme. Pour augmenter le volume musculaire, faut en faire. D'accord? C'est pas une séance tous les 2 ans. Sinon, ça sert à rien. Je vais vous donner d'ailleurs des chiffres. Combien de séances avec un sédentaire? Combien de séances avec un athlète de haut niveau? Donc, favorise l'augmentation des myofibrilles. Deuxième aspect intéressant, c'est que ça augmente le stockage des réserves énergétiques musculaires. C'est-à-dire que vous allez avoir des muscles qui vont se charger en glycogène, par exemple, qui vont fixer davantage de minéraux, calcium, potassium, qui sont les minéraux de l'échange cellulaire. Et puis, ça a un autre intérêt, c'est que ça favorise les facteurs motivationnels de la force. C'est-à-dire, quand vous faites cette méthode-là, c'est une méthode qui est dure. C'est une méthode qui demande d'aller dans les limites. Et ça vous forge un petit peu la motivation. Après, les autres méthodes, quand vous y revenez, elles vous paraissent plus faciles. Pour ça que dans l'ordre, dans les méthodes, on va voir que c'est celle-là qu'on va faire en premier. Enfin, quand on cherche la force, le développement de la force max. Hein. Intensité des charges, je vous l'ai dit, entre 65 et 75%, la force maximale concentrique, donc 10 répétitions en gros. Durée des exercices, entre 15 et 30 secondes, puisque le glycogène, il sert à la fois dans les efforts lactiques, d'accord, et il sert aussi à son état natif dans les efforts un petit peu lactiques, même si c'est la créatine phosphate. Donc 15 à 30 secondes pour solliciter l'ensemble des processus anaérobies. Avec le plus souvent 10 répétitions par série dans un même mouvement. Mais il faut que la 10e, ce soit pas... La 10e, ça monte comme ça. Alors, je vous fais le développé couché, mais c'est n'importe quel geste.
Hein, la 10e, elle est dure, et même des fois, elle est tellement dure qu'on ne peut pas la passer. Et si on ne peut pas la passer, on essaye quand même de les faire. Parce que à ce moment-là, on peut vous aider et vous finissez en excentrique. C'est dur hein, comme méthode. D'accord? Durée des récupérations entre 1 et 2 minutes. Alors, vous allez me dire, l'exercice il est plus long, on fait des séries plus importantes et on a des récupérations moins longues. Bah ouais. Parce que justement, on veut forcer l'organisme à travailler en état de fatigue. C'est pour ça que ça a peu d'impact neuromusculaire et que ça a beaucoup d'impact énergétique. Donc on réduit les récupérations. Et plus ça va, plus les séries deviennent difficiles. Alors, ce qui aboutit à des récupérations de plus en plus incomplètes, parce qu'en plus, il va y avoir une sommation des traces lactiques, par exemple. Nombre de séries par mouvement, 6 à 10 séries, selon le niveau d'entraînement de l'athlète. Quand vous faites une séance dans laquelle vous faites, par exemple, vous valez 100 kg en développé couché, vous faites des séries de 10 répétitions à 75 kg, et vous faites 10 séries par mouvement, je peux vous dire que vous finissez fatigué. Hein, le terme est... Donc la quantité de travail étant... Mais vous l'obtenez cette fatigue chez des gens en rééducation. Hein. Vous avez des gens en rééducation avec des charges qui semblent minimum, mais qui parce que ils ont... Enfin, vous l'avez tous constaté, quoi. Ils finissent, mais ils sont en sueur complète. Ils n'arrivent plus à la fin. Ils ont exactement le même état qu'un athlète de haut niveau qui est sur ses charges max, quoi. Et il faut vous dire que si vous n'atteignez pas ce niveau-là, eh bien, vous ne faites pas du travail suffisamment efficace. Donc, ne pas hésiter sur les dernières séries où votre patient il n'arrive plus à mobiliser, à le faire travailler sous résistance. C'est-à-dire c'est vous qui... Et vous lui demandez simplement de résister pour obtenir la quantité de travail qui, elle, va payer, et va payer rapidement. C'est pour ça que les effets motivationnels vont une grosse importance à ce niveau-là. Alors, il y a une question, non? On parle beaucoup de glycogène, du coup, on peut l'utiliser avant une compétition pour faire du stockage. Ouais, enfin, t'as pas tort, mais c'est pas avant une compétition. C'est-à-dire que, en gros, soit c'est du glycogène directement assimilable, c'est-à-dire un C6, C6 ajoute au 6, soit c'est, il faut vraiment anticiper. Parce que c'est pas le tout de faire un apport de glycogène, il faut avoir développé les... Tu sais, il y a des petites sacules qui stockent le glycogène. Si tu n'as rien pour stocker ton glycogène, tu peux en manger. Hein. Si c'est des bonbons, c'est agréable, mais c'est tout. Hein. Donc, c'est vrai que... Et d'ailleurs, les gels énergétiques que prennent les marathoniens ou les choses comme ça en cours de... C'est du glycogène, c'est un C6, quoi. Hein. C'est du fructose en règle générale, mais c'est pareil. Hein. À faire attention, parce que si tu en prends trop, tu obtiens l'effet inverse. Hein, c'est-à-dire que tu vas te trouver en... Tu vas générer de l'insuline et puis tu vas faire l'inverse de ce que tu recherches. Mais ils sont pas mal faits, les gels. Faut mieux, à la limite, prendre des sucres lents la veille. Parce qu'ils vont avoir été transformés. Je sais pas si je réponds à ta question. Mais c'est vrai que tu peux pas te pointer à une séance comme ça en n'ayant bu qu'un café le matin. Hein. Il faut vraiment avoir une alimentation qui te permette de supporter ce type de travail. Alors, la quantité de travail étant privilégiée dans ce type de travail, on peut le poursuivre même quand l'athlète ne peut plus produire le nombre de répétitions par série. Il peut par exemple passer de contractions concentriques à des contractions excentriques. C'est ce que je vous disais. Il ne peut plus faire le mouvement. Faites-le à sa place en lui demandant de résister, quoi. Et ça suffit. Et le nombre de mouvements par séance... on cherche à augmenter un peu, et là on fait 4 mouvements, on essaie de faire 4 mouvements par séance ou de solliciter 4 groupes musculaires, hein, qui peuvent d'ailleurs contribuer à la même motricité. Ça aussi je pense que c'est intéressant, c'est-à-dire que comme il n'y a jamais qu'un seul groupe musculaire qui crée un mouvement, vous pouvez chercher à isoler un groupe musculaire et travailler tous les groupes musculaires qui contribuent au mouvement. Et vous aurez une synergie qui se mettra en place et qui sera plus efficace que si vous travaillez trop globalement tout le temps. Parce que quand on travaille trop globalement tout le temps, en gros, on obtient la force du faisceau musculaire le plus faible. Donc on a peut-être des fois intérêt à dissocier. Alors, je
Je sais pas pourquoi j'ai répété 2 fois le truc là. On passe à la deuxième. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On a fait à peu près le tour. Donc on veut développer la force max. Soit on donne des charges max, qu'on répète très peu. Soit on donne des charges non max, 75% qu'on manipule très vite, avec des temps de récupération assez longs. Soit on prend des charges assez lourdes, 70-75%, et on les mobilise jusqu'à ce qu'on puisse plus la mobiliser. Et on ne dépasse pas une dizaine de répétitions. En gros, vous retenez ça, et vous gérez ça avec les récupérations, et ça marche bien. Deuxième travail, le travail de puissance. Cette fois-ci, vous voulez obtenir des gens qui ont à la fois de la force, mais aussi de la vitesse. C'est-à-dire des personnes qui sont capables de mobiliser des charges non maximum à des vitesses maximum. Et pour ça, vous avez 3 méthodes. Donc, la définition, j'attribue à celui qui l'a créé la première, Verkhoshansky, qui a fait c'est la faculté d'atteindre les plus grandes accélérations possibles et les plus grandes vitesses de mouvement sous des résistances non maximum. Alors, c'est intéressant parce que c'est une qualité, j'allais dire, qu'on doit obtenir pour mobiliser en gros son propre poids de corps. C'est ce qu'on fait toute notre vie, quoi, en gros. C'est assez rare les activités dans lesquelles il y a des charges additionnelles. C'est son propre corps, voire un peu accentué parce que il y a une côte ou il y a un adversaire ou des choses comme ça, mais c'est rarement des charges additionnelles à part quelques sportifs. C'est influencé par différents paramètres. On ne peut pas nier que la force, la faculté de mettre des contractions musculaires d'intensité très élevée, elle est quand même liée un peu à la force. Au moins au début. Si vous voulez mobiliser vite une barre de 100 kg, il ne faut pas valoir 101 kg, quoi. Si vous allez 120 ou 130, ça va quand même se passer mieux. Par contre, le rapport entre force max et cette qualité-là, elle s'estompe très très rapidement. Une fois que vous avez atteint une force suffisante, eh bien, c'est plus la peine d'aller plus loin. Je vous citais l'exemple de Teddy Riner, il dit « Moi, ça ne me sert à rien de faire plus de 200 kg, je retrouve jamais des adversaires qui pèsent 200 kg. » Hein? Donc, et dans beaucoup de sports, on dit « Voilà, quand vous avez atteint telle charge, arrêtez et consacrez-vous à la faculté de mobiliser cette charge plus vite. » Donc la force maximale, bien sûr, l'influence. Vous avez aussi 2 autres aspects, c'est la force de départ. Alors qu'est-ce que c'est que la force de départ? C'est cette faculté, on dit c'est l'explosivité. Dans certains sports, on appelle ça le punch, où on dit ce tennisman, il a un bras formidable. C'est-à-dire, c'est la faculté de mobiliser un secteur segmentaire à des vitesses extrêmement élevées. Et d'ailleurs, ce qui crée des impacts extrêmement puissants. J'ai entraîné à une époque des boxeurs, en particulier des poids légers, et j'en avais un, je me rappelle, il faisait 1m80 et 63 kg. C'est-à-dire vraiment une flûte. Il descendait tout le monde sur un coup de poing. Ça partait tellement vite que de toute manière, on ne voyait rien. Et le gars, boum, on le voyait descendre. C'est ce qu'on appelle le punch, ça. Et vous le retrouvez dans dans plein de sports. Hein, c'est cette faculté d'aller plus vite, mais sur des gestes qui ne nécessitent pas un point, c'est pas lourd, quoi. Un membre supérieur, c'est pas lourd. Et ce gars-là, il n'avait pas de force maximum très importante. Donc ça s'appelle la force de départ. C'est pas un bon terme à mon avis, mais c'est comme ça que ça s'appelle dans le monde de la préparation physique. Et puis vous avez un deuxième type de force qu'on appelle la force explosive. Et cette force explosive, ben en gros c'est... Allez, on va donner une illustration plus qu'une définition. C'est la détente verticale, par exemple. C'est-à-dire, c'est cette faculté de produire beaucoup de force sous des charges qui correspondent à peu près au poids de corps. D'accord? Alors, la force de départ, comment on la travaille? D'abord, quel est l'impact sur les déterminants de la force? Alors là, vous ne faites pas de bile, vous ne prenez pas 1 gramme quand vous travaillez ce type de force. C'est uniquement la qualité du système neuromusculaire. Et pendant longtemps, on a cru qu'on ne pouvait pas influencer, vous savez, les vitesses de réaction ou les trucs comme ça. On a dit c'est génétique, on est comme ça ou on ne l'est pas. Soit on a des chronastides sardomorphes, soit on est une fusée.
En réalité, on s'est aperçu qu'on pouvait on a trouvé des méthodes assez récentes d'ailleurs, enfin pas récentes d'ailleurs, parce que moi j'en ai vécu un peu. Je vous donne un exemple. Cette faculté, on peut appeler ça aussi la vitesse de réaction. Hein, à mon époque, quand on était en équipe de France, quand on réagissait dans des départs de 100 mètres à moins de 200 millièmes de seconde, on considérait qu'on avait anticipé, qu'on avait fait un faux départ. À l'heure actuelle, le faux départ, il ne se sanctionne plus qu'à partir de 100 millièmes de seconde. Parce qu'on a trouvé des méthodes qui permettent aux gens de réagir avec des vitesses de réaction beaucoup plus importantes. D'accord ? Et 100 millièmes de seconde, je peux vous dire, ça va vite. Et il y a des gens qui réagissent très régulièrement, des sprinters qui réagissent très régulièrement entre 110 et 120 millièmes de seconde. Parce que justement le système nerveux, alors si je vous dis, c'est ces gens-là qui ont des systèmes nerveux un peu limites, quoi, parce qu'ils travaillent vraiment ça de façon systématique. Alors comment ils le travaillent ? Donc ça améliore la coordination inter- et intramusculaire, c'est-à-dire c'est vraiment que les aspects neuromusculaires, fréquence neuromusculaire, coordination intra- et intermusculaire, et puis facteur motivationnel, c'est-à-dire cette faculté de se concentrer pour oublier tout ce qui se passe. Je reprends toujours l'exemple de Usain Bolt, vous savez, il fait son guignol, là, il fait ça, parce qu'on lui demande des photos et qu'à chaque fois, il y a un chèque qui tombe. Mais vous avez vu ce qu'il fait avant un départ de 100 mètres ? Il fait ça. Voilà. Personne parle, il fait ça 2 minutes avant, mais lui, en 2 minutes, il est capable de passer du clown à « je suis dedans ». Et il a des vitesses de réaction qui sont bonnes. À l'inverse d'un Carl Lewis, je ne sais pas si vous avez connu, qui est ex-champion olympique, qui lui, on disait « Ah, il a pris un mauvais départ ». Mais il prenait toujours un mauvais départ, il réagissait à 185 millièmes de seconde, il n'a jamais fait mieux. Donc il n'avait pas cette qualité-là. Par contre, derrière, il y en avait. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein, c'est-à-dire que... et on sait maintenant que ça se travaille. Alors comment ça se travaille ? Des charges extrêmement légères. 30% maximum de la charge maximale concentrique. C'est-à-dire, par exemple, si on s'aperçoit que la personne elle serait capable de lever un poids de 10 kg à bout de bras, comme ça, eh ben on lui proposera que 2 à 3 kg maximum. Ça, c'est intéressant dans les lancers aussi. Pendant très longtemps, les lanceurs, on partait du principe que, comme ils lancent un poids de 7 kg 260, si on leur met un poids de 10 kg à l'entraînement, eh bien, quand on leur mettra un poids de 7 kg 260, ça va partir comme une fusée. Bah, à force d'entraîner les gens avec des poids de 10 kg, quand ils prenaient le 7 kg 260, ils allaient à la vitesse d'un poids de 10 kg. Parce que le système nerveux, lui, il engrange. C'est une cire. C'est une cire. Il retient ce qu'on lui fait vivre. Moi, je l'ai vécu. Hein. À une époque, ça a été la méthode. Il fallait faire les gilets LST. Il fallait des gilets LST. Alors, comme c'était Ben Johnson, un Canadien là, qui avait été champion olympique et qui s'entraînait avec des gilets LST, on nous a mis des gilets LST, on dormait avec les gilets LST, on mangeait avec les gilets LST, et quand on nous a enlevé les gilets LST, ben, on courait à la vitesse avec les gilets LST. Il a fallu 1 mois ou 2 pour que l'organisme y revienne à des... Je vous dis, c'est une patte, l'organisme. C'est merveilleux, hein, mais c'est... Donc faites attention, maintenant, les lanceurs fonctionnent beaucoup plus avec des charges allégées ou avec des charges dans lesquelles on les aide avec des résistances élastiques. Toujours inférieur à 30%, des exercices bien entendu qui restent à lactique, donc entre 2 et 7 secondes, donc on va aller plus vite maintenant. Des récupérations, vous avez compris pourquoi, 1 à 3 minutes pour maintenir quand même l'excitabilité neuromusculaire. Et d'ailleurs, quand vous faites des exercices comme ça, vous apercevez que la première répétition est à telle vitesse, la deuxième un petit peu plus vite, la troisième encore un peu plus vite, jusqu'à la quatrième et à la cinquième, et après, à partir de la cinquième, boum, ça redescend. Hein, parce que c'est une pile, ça se décharge vite. Une pile humaine, ça se décharge vite. Nombre de séries, 2 à 3 séries. Hein, je vous ai donné un chiffre, 5 à 6. Parce qu'on sait qu'au bout de la 6e répétition, ça va descendre. Et si on en fait trop derrière à des vitesses inférieures, qu'est-ce qu'il fait à l'organisme ? Il ne retient que ça. C'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais du glycogène avant une compète. Ben, en ce moment, ce qu'on fait, c'est on fait du travail de survitesse avant une compète. C'est-à-dire qu'on met les gens dans des situations où on leur permet de se mobiliser plus vite par des résistances élastiques ou des poulies ou des choses comme ça,
pour que la dernière séance qu'ils aient, ce soit une séance dans laquelle ils vivent des choses qui sont a priori pas capables de reproduire. Mais l'impact est tel que ça fait un petit bonus. Nombre de mouvements par séance, guère plus de 2 mouvements, on veut surtout pas qu'il y ait de la fatigue. Donc on continue sur cette même logique, mais vous comprenez que chacun des paramètres de la charge de travail est important à contrôler. Si vous faites les mêmes exercices avec une demi-heure de récupération entre chaque, vous n'aurez jamais d'hyperexcitabilité. Si vous faites des exercices avec des intensités trop fortes, vous n'aurez jamais de vitesse développée, etc. S'ils sont trop longs, même chose. Si au moins vous retenez quelque chose de ce que je vous dis, retenez ça. D'accord? Quand vous faites un exercice, même de kiné pur, de rééducation, c'est des paramètres que vous devez maîtriser. Alors après, vous pouvez choisir de les faire ou de ne pas les faire. Vous pouvez choisir de, tiens, je veux créer de la fatigue, hop, je fais moins de récupération que ça. La force explosive, donc je vous ai dit, c'est cette force-là, là, c'est la détente verticale d'un volleyeur ou d'un basketteur ou d'un sauteur en hauteur. Donc, bien entendu, on comprend que ça améliore la qualité de l'innervation neuromusculaire. Alors, il semblerait, et c'est confirmé dans les dernières études, les dernières que j'ai lues, que ça entraîne des modifications de la nature fibrière. C'est-à-dire que ça transforme des fibres rapides en fibres lentes, des fibres lentes en fibres rapides. Et ça transforme des FTX en FTA. Ça améliore la coordination et ça favorise les facteurs motivationnels de la force. Mais cette fois-ci, on peut avoir du punch, mais pas être capable de l'avoir si les charges deviennent un peu plus lourdes. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, où est-ce qu'il y a du punch des membres inférieurs? Par exemple, un buteur au rugby. Il faut qu'il ait, parce qu'un ballon c'est pas lourd. S'il veut faire une transformation aux 50 mètres, il faut que ça frappe à une vitesse très importante. Peu importe la force qui est mise dedans, rappelez l'énergie cinétique, ce que c'est, il ne faut jamais l'oublier. 1,5 de MV2. C'est-à-dire que la masse, et donc l'intensité qu'on met dans un truc, ça compte, mais la vitesse, ça compte au carré. À chaque fois que vous augmentez la vitesse, vous augmentez vraiment l'énergie cinétique. D'accord? Ça, il ne faudrait pas l'oublier. Parce qu'il faut mieux un troisième ligne qui pèse que 100 kg et qui court 11 secondes aux 100 mètres qu'un troisième ligne qui fait 120 ou 130. Peut-être que l'équipe de France, elle pourrait s'en aspirer un peu. Parce que si... Bon, peu importe, allez. Intensité des charges, entre 30 et 50%. Disons le travail avec le poids de corps, quoi. Disons le travail avec poids de corps. Ça dépend du mouvement, bien sûr, mais... Durée des exercices entre 2 et 7 secondes, j'insiste pas, ça doit rester à lactique. Durée des récupérations de 1 à 3 minutes, avec des procédures très actives pour maintenir leur niveau d'excitabilité. C'est-à-dire que dans ces exercices-là, j'ai oublié de le préciser pour la méthode précédente, il faut demander aux gens de rester à minima debout. Parce que quand vous vous asseyez, voire pire quand vous vous allongez, vous avez dans l'instant une baisse de l'excitabilité neuromusculaire. Vous savez, vous avez dans toutes les articulations, là, les corps de Golgi, qui réagissent à la pression des barorécepteurs. Et dès que vous n'êtes plus en pression, votre fréquence, là je suis à, mettons, on est entre nous, je suis à 55. Si je me lève, je suis à 65. Si je me couche, je suis à 50. C'est-à-dire que comme je mets plus ou moins de pression sur mes articulations, ça enclenche ou ça diminue mon système circulatoire et mon excitabilité neuromusculaire. Nombre de séries par mouvement, 3 à 6 séries, on va aller très vite, la qualité du travail étant privilégiée, on doit cesser l'exercice dès qu'apparaît une baisse, etc. Le nombre de mouvements, on peut aller jusqu'à 3 mouvements dans chaque séance. Alors je ne veux pas vous bassiner trop avec ces éléments-là, vous les avez, essayez de les reprendre à tête reposée quand vous en avez besoin, pour essayer de voir de quoi je peux m'inspirer pour faire une séance par exemple de rééducation, en fonction du diagnostic que j'ai fait et en fonction du besoin de mon patient. Les méthodes de développement de la force explosive les plus utilisées, qu'est-ce que c'est? On utilise. Alors, première méthode, la méthode des contrastes. Ça aussi, et d'ailleurs je l'ai vu faire par des kinés, et qui se fait aussi en méthode d'entraînement. C'est-à-dire qu'on va faire quelques répétitions avec une charge assez lourde, et immédiatement derrière, on va faire le même mouvement avec une charge très légère. Méthode des contrastes, c'est simple à comprendre, on fait lourd et d'un seul coup on fait tout de suite léger mais dans la même coordination.
Comme ça, petit à petit, on va s'apercevoir que même la charge lourde, on arrive à la mobiliser avec des vitesses qui augmentent. Donc, alterner quasiment sans récupération une série lourde où on fait 5 à 6 répétitions, donc 70%, 75%, avec une série très allégée dans un mouvement à coordination identique ou très proche. Par exemple, je vais faire un développé couché. Hein, j'emploie ce mouvement-là parce que tout le monde le connaît, hein, j'imagine. Et puis, tout de suite derrière, je vais faire 10 pompes à genoux, le plus vite possible. À genoux, ou des vraies pompes si vraiment vous êtes fort, mais plutôt à genoux quand même. Hein. Ou si c'est pas suffisant, incliné. Ou si c'est pas suffisant, pompe corse, c'est-à-dire sur le dos et fait ça. Hein. Mais ça dépend de votre niveau de force. Mais il faut que ça aille vite, quoi. Il faut que ça aille vite. Il n'y a pas de corse. C'est bon, ça va. Deuxième méthode, la méthode pliométrique. Donc qu'est-ce que c'est que la pliométrie? C'est que pour aller encore plus vite dans un mouvement, on va en gros mettre sous tension le groupe musculaire qu'on veut faire contracter, en lui créant une contraction excentrique, et immédiatement derrière, je fais une contraction concentrique. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En résistant à un mouvement, on recrute des fibres musculaires, et si immédiatement derrière on fait un mouvement concentrique, les fibres qu'on a recrutées, elles vont participer au mouvement concentrique. Alors que si on ne fait que du concentrique, on n'a pas la faculté neurologique de recruter autant de fibres musculaires. On finit par le développer, cette faculté-là, mais l'inconvénient, c'est quoi? Ben, c'est qu'on devient fragile, musculairement fragile. Les sprinters, c'est du verre. Ils sont toujours en train de se blesser. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette faculté neurologique de recruter quasiment l'intégralité de leurs fibres. C'est-à-dire, s'il se passe la moindre des choses, ben, il ne reste plus rien pour compenser derrière. Et d'ailleurs, où est-ce qu'ils se claquent, les sprinters? Aux ischios. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fini. Hein. Depuis Cro-Magnon, on n'est pas fini. On a des quadriceps qui sont surdimensionnés par rapport aux ischios. Et les sprinters font énormément d'ischios. Parce que justement, il y a un déficit important là-dessus. Observez des précautions quand on fait de la pliométrie. Pourquoi? Parce que la pliométrie, c'est du café fort. Et il faut faire attention en particulier, par exemple, là, avec les enfants. On cesse les exercices quand apparaît une baisse de l'intensité. On arrête de faire ça quand on voit que quand la fatigue arrive. On prévoit des récupérations importantes entre les séries. On effectue les séances sur un fond de fraîcheur. C'est-à-dire, si dans une séance, on fait plusieurs méthodes différenciées, eh bien, tout de suite derrière l'échauffement, c'est cette méthode-là qu'on va faire en premier. Puis quand on aura atteint un certain niveau de saturation, on pourra passer à d'autres méthodes. On ne sollicite pas l'appareil ostéo-articulaire chez les jeunes, donc ça, ce n'est pas des méthodes qu'on fait faire aux enfants, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on n'a pas de charge additionnelle, mais sauter en contrebas, c'est une sacrée surcharge en réalité. Et là, les cartilages de conjugaison, là, ils peuvent manger. Beaucoup plus que dans un mouvement concentrique. Et on utilise cette méthode qu'après une préparation approfondie en endurance de force. C'est le dernier secteur qu'on va voir, c'est-à-dire que avant de faire ces types de méthodes, eh bien, il faudra au préalable avoir effectué un travail d'endurance de force qui va être préparatoire à tous les niveaux, au niveau musculaire, au niveau ligamentaire, au niveau tendineux, au niveau osseux. Est-ce que j'ai le temps? Allez, un dernier petit quart d'heure et je vais turbo. Alors, pour ces méthodes-là de puissance, on garde à l'esprit aussi une chose, c'est que le simple fait de faire de la vitesse, mais de la vitesse la plus pure qu'on veut, courir vite, jouer aux gendarmes et aux voleurs en essayant de ne pas se faire attraper, le travail de la vitesse améliore considérablement la force exprimée, en particulier chez les jeunes. Donc quand on dit qu'il ne faut pas faire de force aux jeunes, c'est une hérésie, mais il y a des méthodes qui ne sont pas adaptées. Par contre, la vitesse, d'ailleurs ils font ça spontanément, dans une cour de récréation, vous regardez les gamins, qu'est-ce qu'ils font? Ils se filent 3 coups de poing, ils dégagent pendant un truc, ils se courent après, ils s'arrêtent, ils récupèrent, ils recommencent. Et j'ai même un collègue qui a fait une analyse des activités des enfants dans les cours de récréation. Ça date de 10 ans, maintenant ils sont plus souvent assis, mais il y en a encore beaucoup qui bougent, surtout les jeunes. Eh bien, leur temps de repos entre deux efforts, il tourne entre 1 minute 30 et 3 minutes.
C'est quand même... c'est-à-dire spontanément, ils sentent que là, ils peuvent repartir, quoi. Et c'est pas par hasard si ça a été validé et scientifiquement validé. C'est donc pas le travail du développement de la force qu'il faut proscrire chez les enfants, par exemple, et certaines méthodes inadaptées à son développement. Au contraire, faites de la force chez les enfants. Développez cette qualité de tonicité. Mais la force absolue, on s'en fout. Force max, on s'en fout. Mais par contre, le travail de force de départ, de force explosive, et puis on va voir d'endurance de force, faut le faire. Alors, donc il y a des procédés complémentaires, donc les exercices de vitesse de réaction, hein, apprendre à être capable à la fois de se concentrer pour faire des exercices, je sais pas, moi je vais pas me lever parce que j'ai pas le droit, mais ah tiens, lève-toi. Lève-toi. Des simples exercices comme ça, ne serait-ce qu'en fin d'échauffement. Tu te mets la main au-dessus du stylo, tu te concentres bien, je vais le lâcher, tu le rattrapes avant qu'il tombe. Il faut le rattraper. Hein. Allez, là. Pas mal, touché déjà. Et vous allez voir qu'il y a la 2 ou 3, la 3 ou 4e répétition, il va réussir à le rattraper. Allez, on change. Mais ça se travaille. Non, mais bon, ça se travaille parce que tu l'as la qualité. Mais tu sais ce qui te manque là? C'est pas la vitesse de réaction, c'est la coordination du mouvement. Hein, la preuve, tu le touches, mais tu fous une claque dessus. Hein, bon. Ça aurait été pareil pour les autres. Hein. Donc l'exercice de vitesse de réaction, moi je vous incite fortement avec vos clients à terminer les échauffements avec quelques exercices de vitesse de réaction ou de tipping. C'est faire du travail de fréquence et de vélocité. Les exercices de fréquence gestuelle, hyper important. Les exercices d'accélération ou de survitesse, c'est-à-dire vous mettez dans une situation où le mouvement, vous l'accélérez. Je vous en ai donné un exemple tout à l'heure. Vous mettez une résistance élastique qu'on tend au préalable et puis on fait un geste derrière, etc., etc. Des exercices de soutien de vitesse, ça commence à déjà être un petit peu plus sophistiqué et réservé au milieu sportif, c'est-à-dire cette faculté de soutenir sa vitesse pendant des durées un peu plus longues. Mais c'est pas l'objet, le travail de vitesse, mais il y a des règles aussi très précises. Hein. Et encore une fois, il faut que ce soit lactique, donc il ne faut pas que ça dure plus de temps, il faut les récup, etc. L'endurance de force, dernier volet. Tous les paramètres de sa construction et les avantages qu'elle possède. Alors l'endurance de force, encore une fois, je vous ai dit, c'est d'être capable d'exprimer de la force avec un nombre de répétitions et un grand nombre de fois. Il y a des compètes qui sont complètement organisées autour de ça. Il y a une compète en powerlifting qui s'appelle qui est le record du développé couché. Donc la barre, elle fait 100 kg. Et il faut faire le plus grand nombre de répétitions sans temps d'arrêt. C'est combien à votre avis? 160. 160 fois 100 kg comme ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment de l'endurance de force. Et bien ce gars-là, il vaut à peine 160 kg en force max. C'est-à-dire qu'il est à 200 kg du record de force absolue. Mais il a cette faculté d'avoir des réserves énergétiques, etc., etc., et d'avoir une bonne coordination aussi. Donc les charges requises, entre 30 et 50% de la force max. Vous retenez, quand vous voulez faire de l'endurance de force, on va dire que ça commence à 20 répétitions. Quand vous n'êtes pas capable de faire moins de 20 répétitions, vous n'êtes pas encore dans l'endurance de force. Vous êtes à cheval entre la méthode des efforts répétés et l'endurance de force. Donc on fait des exercices, et tout le monde peut trouver une mise en œuvre qui permet de faire 20 répétitions. Je vous parle tout à l'heure, je vous disais les tractions à la barre fixe. Il y en a, ils font 20 répétitions. Je n'oserais même pas vous dire le record de traction à la barre fixe. C'est pas grave. Vous ne me croiriez pas. Regardez le Guinness des records, c'est intéressant. Peu importe. Mais si vous n'arrivez pas à faire 20 tractions à la barre fixe, eh bien vous pouvez vous faire aider par une résistance élastique. Si vous n'arrivez pas à faire 20 pompes, vous pouvez jouer sur les facteurs morphologiques. Vous vous mettez sur les genoux. Vous vous mettez sur une surface inclinée. C'est-à-dire qu'un même groupe hétérogène, vous pouvez très bien le gérer avec
en proposant des postures favorables, en proposant des éléments comme ça. Mais il faut obtenir 20 répétitions minimum. La vitesse d'exécution, et bien là, contrairement aux autres méthodes, il ne faut pas chercher à aller vite. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des contractions musculaires plutôt lentes va permettre de renforcer les pontages d'actine-myosine. Vous savez comment ça s'ancre une tête de myosine, hein? C'est une sorte de roue comme ça avec des points d'ancrage, et plus vous contractez, plus il y a de points qui s'enlèvent. Donc il faut laisser le temps aux ancrages de se faire. Donc on ne va pas vite dans la vitesse d'exécution. On a des durées de récupération qui ne sont pas importantes, 1 à 2 minutes, pour cumuler la fatigue. Ce qu'on veut, c'est résister à la fatigue. Il faut en créer de la fatigue. D'accord? Donc quand est-ce qu'on arrête? Quantité de travail, elle est simplement limitée par la dégradation inacceptable de la qualité du travail. Vous voyez ce que ça veut dire, qualité? Vous pouvez imaginer ce que c'est dans le monde de la haute performance. Je me rappelle d'un entraîneur russe qui disait, quand vous n'êtes plus capable de faire une seule répétition, vous en faites 3. Ouais, ça veut dire que voilà, c'est mort pénible. Les effets du travail d'endurance de force. Alors, comme je vais avoir peu de temps pour vous parler de programmation d'entraînement, rappelez-vous d'une chose. Vous devrez toujours commencer par faire du travail d'endurance de force. Quelle que soit, je veux dire, la nature de l'exercice, le niveau de la personne, etc. Vous ferez du travail d'abord d'endurance de force, parce que l'endurance de force permet de renforcer tout le système aponévrotique, ligamentaire et osseux. C'est-à-dire que les insertions ligamentaires et tendineuses sur les pièces osseuses, elles vont se renforcer. Vous allez fixer du calcium. Les gens qui font beaucoup d'endurance de force n'ont pas de problème d'ostéoporose. Vous allez avoir des ligaments qui vont se renforcer. Or, très souvent, les ligaments, ils évoluent moins vite, ils se développent moins vite que la force elle-même. C'est-à-dire que la force de contraction musculaire, ça évolue plus vite que la force des ligaments. Et les problèmes arrivent souvent au niveau des ligaments. Rupture du tendon rotulien, machin, etc. Ou les entorses. Les entorses. Hein. Ça favorise la vascularisation de tout le système musculo-tendineux. C'est-à-dire que vous allez avoir une ouverture de toutes les artérioles qui souvent ne sont pas utilisées chez les sédentaires. On possède un potentiel d'artérioles qui est inexploité la plupart du temps. D'accord? Donc là, ça permet de l'ouvrir. D'ailleurs, quand vous regardez les gens qui sont un peu spécialisés là-dedans, des fois ça fait même un peu peur. Vous regardez, on voit leur système veineux et artériel qui est presque superficiel. Là. Mais à l'intérieur des muscles, c'est exactement la même chose. Ça accroît le stockage des réserves énergétiques. Alors là, tu vas pouvoir prendre du glycogène. Parce que là, tu auras les sacs nécessaires pour les recevoir. Donc là, effectivement, si tu as fait ce travail-là, tu vas le faire avant. C'est pour ça que dans une année, par exemple, d'entraînement, on commence par faire ce travail-là, et on s'aperçoit que les gens qui font ce travail-là, ils se blessent moins que les autres, par exemple. Ça favorise le développement des fibres lentes, et aussi des fibres rapides, endurantes. Donc, c'est vraiment un préalable, et après on pourra se concentrer, on pourra peut-être sur d'autres méthodes, sachant que les acquisitions neuromusculaires sont extrêmement rapides. Ça facilite la maîtrise, la coordination motrice et l'apprentissage technique. C'est normal puisqu'on fait les gestes à allure relativement modérée. On a le temps de bien faire le geste, on vous corrige, et petit à petit on mettra de la vitesse là-dessus, mais une fois que le geste il sera automatisé, on n'aura plus besoin d'y réfléchir. Alors, je vous propose quelques règles d'organisation de la programmation de l'entraînement. Ça va être un petit peu rapide, mais je pense que ça y est, vous avez votre dose. À condition d'employer les méthodes adaptées, la recherche du développement de la force est recommandée pour tous, indépendamment de l'âge et du sexe. On commence d'abord par le travail d'endurance de force et de vitesse gestuelle. Donc on fait parallèlement endurance de force et vitesse gestuelle, c'est-à-dire vitesse sans rien. Pourquoi? Parce que justement, le travail de vitesse, il va gommer les inconvénients de l'endurance de force. Et avant le recours aux autres procédures de renforcement avec charge. La maîtrise gestuelle des exercices effectués est aussi un préalable. On apprend un geste avant de faire du renforcement musculaire sur ce geste. C'est particulièrement vrai dans les levées portées, surtout dans les exercices d'haltérophilie.
Moi, je vois dans certains clubs, même des clubs pro, là, il ferait mieux de ne pas faire de muscule plutôt que de faire la muscule qu'ils font. Hein. Parce que là, au niveau des lombaires, au niveau de tout ce qu'on veut, là, c'est une catastrophe. Hein. Ou alors des temps de ressort au niveau des genoux, etc. Faut les apprendre. Moi, il n'y a pas si longtemps, je faisais la préparation physique pour les golfeurs. Quand on m'a contacté pour les golfeurs, ça m'étonnait parce que je me dis c'est pas un sport. Mais avec des mômes de 11-12 ans, on leur a fait faire de l'haltérophilie, mais avec une barre, avec un fil de fer et 2 cachets d'aspirine, mais on leur a appris les gestes. Et après, quand ils ont mis des charges, ils savaient faire le geste. Donc, ils ne faisaient pas de faute, quoi. C'est un préalable aussi. À un modeste niveau de pratique, 1 ou 2 créneaux hebdomadaires s'avèrent suffisants pour générer des gains de force. C'est important à savoir ça. Hein, 1 ou 2 créneaux, ça suffit pour avoir des gains de force. Et quand vous faites du neuromusculaire, on a pu mettre en évidence qu'1 créneau par semaine, ça pouvait suffire. Plus le niveau est bas, plus les progrès sont faciles à obtenir. C'est triste parce que c'est après qu'on voudrait. À un niveau d'entraînement plus élevé, ce rythme devra être augmenté. Et puis bien sûr, l'intensité devra suivre la progression de l'athlète. Parce que comme il s'améliore, il faudra lui mettre des pourcentages qui sont toujours les mêmes quand même. Pour une quantité de travail identique, il peut être plus efficace de multiplier les créneaux de pratique, mais de durée plus réduite. Imaginons que vous fassiez 2 heures de renforcement musculaire par semaine. Et on s'est aperçu que de faire 4 créneaux d'une demi-heure, ça avait un impact beaucoup plus important que de faire un seul créneau de 2 heures. D'accord ? Hein, c'est un beau proverbe chinois, ça. Goutte à goutte, l'eau use la pierre et un seau d'eau de temps en temps n'a pas le même effet. C'est beau, hein ? Confucius. Quand il ne constitue pas l'intégralité d'une séance, les exercices de développement de la force seront à placer prioritairement après l'échauffement. C'est-à-dire si vous faites un footing et du développement de force, vous aurez beaucoup moins d'efficacité que si vous faites des exercices de force puis un footing. D'accord ? Les étirements ne sont pas absolument nécessaires juste après une séance de renforcement. Ils sont plutôt proposés le lendemain. Ça aussi, c'est pas évident. Quand on est très fatigué, on a une difficulté d'étirabilité. Ou alors on fait des étirements très passifs, sans force. Mais si on veut forcer sur un muscle qui est fatigué, il faut mieux attendre le lendemain. Des pistes de mise en œuvre, donc on va jouer sur 8 variables et c'est la fin. On va utiliser et combiner des régimes de contraction musculaire différents. Concentrique, excentrique, isométrique, allez-y, variez tout ça, ça vous permettra de... On va adopter des postures et des saisies qui imposent un placement articulaire particulier. On peut jouer aussi sur la nature du mouvement pour modifier le bras de levier. On va jouer sur l'intensité de la charge, jouer sur la durée des exercices, le nombre de répétitions, la nature et la durée des récupérations, augmenter le nombre de groupes musculaires mis en jeu dans un mouvement, et leur ordre d'intervention. Tout ça, ça fait pas mal de possibilités pour varier votre activité. Je vous ai donné quelques bibliographies, il y en a plein d'autres. Voilà, je vous remercie, vous avez été patients. J'espère que je n'ai pas tapé à côté de vos préoccupations. Donc vous avez fait 8h, 6h. C'est rude, hein? Comment? Avec un verre.